Dehors, il fait 40 degrés sous zéro. Le vent hurle et des hommes forts, piégés dans leurs grandes maisons coûteuses, jettent la mort en brûlant leurs propres meubles. Pourtant, au cœur de cette même tempête apocalyptique, une adolescente de 16 ans, chassée de chez elle, lit paisiblement un livre. La température de sa pièce, un parfait 12 degrés. Son secret de survie n'a coûté que quelques dollars, un simple trou dans la terre qui a humilié tous les experts. Voici son incroyable histoire. Restez avec moi jusqu'à la toute fin pour comprendre comment elle a survécu à l'impossible. Avant de plonger dans le froid de cette histoire, prenez un instant pour aimer la vidéo et vous abonner. D'ailleurs, glissez un mot dans les commentaires pour me dire de quel endroit du monde vous nous regardez aujourd'hui. J'adore découvrir jusqu'où s'étend notre communauté. Prêt? Allons-y. La nuit du 29 décembre 1876, la température extérieure avait chuté à 35 degrés sous zéro et elle continuait de descendre avec une lenteur impitoyable. Dehors, le blizzard s'intensifiait depuis 6 heures, hurlant à travers les plaines gelées du Dakota. Ce n'était plus le sifflement familier du vent de la prairie frappant les planches de bois, ni le cliquetis du verre dans des cadres de fenêtres mal isolés. C'était un son d'une autre nature, une modification brutale de la pression atmosphérique que l'on ressentait au fond de la poitrine avant même que les oreilles ne l'assimilent, comme si le ciel lui-même réorganisait son propre poids pour écraser la terre. Mais sous la surface, à l'abri de cette fureur, Elsa Verret lisait un livre. Elle n'était pas recroquevillée. Elle ne s'agrippait pas aux pages pour chercher un quelconque réconfort face au vacarme du monde extérieur. Elle lisait avec la quiétude absolue de celui qui possède la chaleur, la lumière, et qui n'a aucune raison immédiate de céder à l'angoisse. La lampe à huile posée sur la petite table projetait un cercle d'ambre constant. Dans le coin, un poêle en fond irradiait une chaleur calme et patiente. À l'intérieur, l'air était à plus de 12 degrés Celsius. Les murs qui l'entouraient étaient faits de terre compactée, et la terre se moquait éperdument de ce que faisait le vent. Elsa avait 16 ans, et cela faisait 25 jours qu'elle vivait dans cet abri souterrain. Pourtant, son plan avait pris racine bien avant cette nuit-là. 43 jours plus tôt, bien avant ce blizzard d'apocalypse et les relevés minutieux de température, Elsa avait franchi la porte de la maison de son beau-père au petit matin, n'emportant que les vêtements qu'elle portait et la vieille Bible suédoise de sa mère. Elle ne s'était pas retournée une seule fois, car elle n'appartenait pas à cette catégorie de personnes qui regardent en arrière. Sa mère, Brida, venait de mourir d'une épidémie foudroyante. Brida avait épousé Corbin Hay, un homme qui considérait les femmes et les enfants de son foyer non pas comme des individus doués de volonté, mais comme de simples extensions de sa propriété. Toute pensée indépendante était perçue comme une insulte à son autorité. La terre à peine refermée sur le cercueil de Brida, Corbin avait convoqué Elsa après le souper. Avec le ton glacial et méthodique d'un homme détaillant une transaction commerciale, il y avait posé un ultimatum. Il y avait un veuve de 47 ans à Sioux Falls, doté de bonnes terres, qui cherchait une épouse. L'arrangement financier était avantageux. Elsa devait accepter ce mariage et partir avant le printemps, où elle devait quitter la ferme à la fin du mois. La discussion était close. Ce soir-là, réfugiée dans sa chambre, Elsa n'a pas pleuré. Ce qu'elle ressentait n'était pas du chagrin, mais quelque chose de beaucoup plus dur et de beaucoup plus durable. Elle ouvrit la Bible de sa mère et y trouva l'héritage d'une femme qui savait depuis des années comment cette histoire allait se terminer. Glissé entre les pages, il y avait 287 dollars économisés pièce par pièce sur la vente d'œufs à l'insu de son mari. Il y avait aussi une feuille de papier couverte d'une écriture soignée, une liste de familles dignes de confiance, le prix du bois au fort, le nom d'un greffier qui posait peu de questions, et surtout la formule exacte pour fabriquer le revêtement en argile d'un conduit de cheminée. Brida avait laissé à sa fille les outils précis de sa survie. Avant l'aube, le visage fouetté par un vent glacial qui la frappait comme une main ouverte, Elsa marcha 18 kilomètres dans l'obscurité jusqu'au bureau des terres. Face à un greffier épuisé qui ne prit même pas la peine de lever les yeux vers cette adolescente, elle déposa une demande officielle de concession. La loi ne faisait aucune distinction entre les sexes sur le papier. Avant midi, avec un simple reçu entre les mains, Elsa devenait légalement propriétaire d'un lopin de terre sauvage, défiant les attentes systémiques de tout un territoire. Lorsqu'elle arriva sur sa parcelle, une vaste étendue de 64 hectares balayée par les vents glacés, Elsa ne se précipita pas. La plupart des hommes qui avaient revendiqué des terres dans la région de Yankton s'étaient installés dans les plaines basses près de la rivière ou s'étaient étalés sur la prairie plate. Ils construisaient comme l'exigeaient les maisons à ossature de bois. Orientés vers la route, droits et carrés face à l'horizon, dressés avec arrogance contre tout ce que le climat déciderait de leur jeter à la figure. C'était l'architecture de la conquête, une bataille perdue d'avance contre l'immensité impitoyable du territoire du Dakota. Elsa, elle, possédait une toute autre philosophie.
Elle parcourut sa section 2 fois de bout en bout avant même de faire la moindre marque sur le sol. Elle quadrilla le terrain avec la précision obsessionnelle d'un géomètre, observant minutieusement où l'eau s'accumulait après les pluies, où l'air poussait plus dru parce que le sol retenait l'humidité, d'où venait le vent dominant, surtout où la terre offrait la moindre interruption à sa violence naturelle. Elle portait en elle un héritage silencieux et puissant. Sa mère, Brida, descendait d'une longue lignée de fermiers et d'artisans scandinaves qui comprenaient, avec ce pragmatisme absolu et dénué de tout sentimentalisme propre à ceux qui travaillent de leurs mains, que la terre n'était pas un ennemi à soumettre, mais un texte complexe qu'il fallait savoir lire. Elsa avait passé son enfance dans le nord du Minnesota à observer le comportement thermique de la cave à légumes familiale creusée à même le flanc d'une colline. Elle se souvenait parfaitement que les provisions qui y étaient stockées ne gelaient jamais au cœur de l'hiver et ne pourrissaient jamais en été. L'intérieur restait frais en plein mois de juillet et incroyablement stable en janvier. Ce miracle quotidien ne relevait d'aucune mécanique complexe, mais d'une vérité géologique implacable. À une certaine profondeur, la masse même de la Terre conservait sa température avec une obstination que le mur de bois le plus épais ne pourrait jamais égaler. C'est ainsi que son attention se porta sur un relief singulier à l'arrière de sa concession. Une modeste colline orientée plein sud. Ce n'était pas une élévation spectaculaire. C'était exactement le genre de détail topographique qu'un colon ordinaire aurait ignoré, trop obnubilé par l'accès aux routes carrossables ou le potentiel d'abattage de bois. Mais Elsa avait remarqué que la neige fondait toujours plus vite sur ces pentes exposées au sud, que le sol y dégelait le premier au printemps, et que les plantes qui s'y orientaient n'obéissaient pas à une quelconque poésie, mais à un pur instinct de survie. Sa mère lui avait dit un jour, debout devant leur propre potager alors que les plates-bandes exposées au nord étaient encore dures comme de la pierre, que le soleil offrait un loyer gratuit à quiconque savait regarder dans la bonne direction. Elsa regardait dans la bonne direction. Cette pente allait devenir sa forteresse. Elle savait que sous la surface de la prairie, à moins de 2 mètres de profondeur, la température du sol se stabilisait indifférente aux tempêtes meurtrières de la surface. La terre agirait comme un rempart thermique inébranlable. Armée d'un lourd marteau emprunté, elle s'avança et commença à enfoncer ses piquets d'arpentage dans le flanc de la colline. Chaque coup qui résonnait dans l'air sec de novembre n'était pas seulement une mesure, c'était le calcul silencieux d'un esprit qui refusait de mourir. Le premier homme à remettre en question ce projet arriva l'après-midi suivant, alors que le vent balayait froidement les herbes rases. Gunnar Holt approchait sur son cheval avec la lenteur délibérée de quelqu'un qui a un but, mais qui choisit de faire un détour par simple curiosité. Il avait 42 ans, d'origine norvégienne, bâti comme un homme qui connaissait le travail physique éreintant depuis avant même d'avoir l'âge de l'appeler ainsi. Il vivait dans le territoire du Dakota depuis 3 ans, ce qui faisait de lui un vétéran dans ces contrées, arborant cette ancienneté avec l'autorité silencieuse de ceux qui ont tout gagné par la souffrance plutôt que par l'héritage. Gunnar avait perdu 2 maisons. La première avait été ravagée par un feu de prairie qui avait tout englouti en 4 heures. La seconde avait cédé sous le poids de la neige lors de l'hiver destructeur de 74. Il construisait actuellement sa 3e habitation, une solide charpente de bois qui lui avait coûté une fortune en matériaux et en main-d'œuvre. Il en tirait une fierté féroce, cette arrogance propre aux hommes qui ont payé trop cher pour quelque chose qui tient debout malgré tout. Il s'arrêta un instant, dominant de sa monture les piquets d'arpentage plantés dans la terre et la jeune fille, debout au milieu. Son expression n'était pas ouvertement hostile, mais elle s'en approchait. C'était l'évaluation stricte de quelqu'un cherchant à comprendre une absurdité avant de la condamner. Il descendit de selle, s'avança et constata à voix haute ce que ses yeux lui dictaient. Elsa prévoyait de creuser à plus de 2 mètres de profondeur dans le flanc de la colline, ce qui correspondait exactement aux mesures qu'elle avait jalonnées. Sans prendre la peine de se présenter, Gunnar déroula méthodiquement la liste de ses objections, dans l'ordre où elle lui venait à l'esprit. Premièrement, le poids écrasant de la terre humide au-dessus de la structure allait inévitablement faire s'effondrer le toit sur sa tête. Deuxièmement, l'emplacement d'une cheminée souterraine n'offrirait aucun tirage, étouffant l'espace de fumée. Troisièmement, l'air glacial, par nature plus lourd, allait inexorablement couler et stagner au fond de ce trou comme dans un tombeau. Elsa ne s'y a pas. Elle lui répondit point par point, avec une logique implacable et dénuée de toute émotion. D'abord, des poutres de soutènement correctement dimensionnées et espacées avec précision pouvaient supporter n'importe quelle charge structurelle. Ensuite, un conduit de cheminée habillé d'argile, incliné à travers la colline avant d'émerger bien au-dessus de la ligne de toit, produirait un tirage naturel et puissant, car le différentiel thermique entre l'intérieur et l'extérieur forçait l'aspiration de l'air chaud vers le haut. Enfin, à près de 2 mètres de profondeur, la Terre maintenait une température constante d'environ 10 degrés Celsius, peu importe la rage glaciale de la surface.
Elle lui expliqua calmement que la Terre possédait une masse infiniment supérieure à celle de l'air, et que cette masse résistait aux variations de température en proportion directe de sa quantité. Gunnar écouta cette théorie avec la patience irritée d'un homme persuadé d'avoir raison avant même que la conversation n'ait commencé. Il lui demanda où elle trouverait l'argent pour ces fameuses poutres. Elle répondit. Il l'interrogea sur la ventilation, persuadé de l'avoir piégée. Elle décrivit sans hésiter son système d'entrebâillement de portes couplé à la circulation de la cheminée. Mais pour Gunnar, les hivers du Dakota n'étaient pas des équations que l'on résolvait avec d'astucieux monticules de terre. Il fallait des murs épais, un poêle brûlant à blanc et des cordes entières de bois. Pendant un bref instant, quelque chose changea sur le visage buriné du colon. Une tempête intérieure traversa son regard, comme s'il s'apprêtait à évoquer un souvenir lointain, peut-être celui de son propre grand-père bâtissant dans les collines du Minnesota. Mais il ravala sa phrase avant de l'avoir formulée, refusant de concéder le moindre terrain à une adolescente obstinée. Il remit son chapeau, la toisa de haut, et lui déclara d'une voix sourde qu'elle serait morte de froid bien avant le mois de janvier. Il remonta à cheval et s'éloigna. Elsa, elle, reprit simplement son marteau. Lars et Erik Swanson arrivèrent le deuxième jour de l'excavation, envoyés par leur père qui avait bien plus de fils que de terre à cultiver. Tant que le demi-dollar de salaire journalier était religieusement payé en pièces d'argent, ce père ne posait aucune question sur les raisons qui poussaient une jeune fille solitaire à s'enterrer dans le flanc d'une colline. Lars avait 17 ans, Erik en avait 15. Ils étaient robustes, façonnés par les travaux de force de la frontière, et ils jugeaient ce projet à mi-chemin entre une excentricité de femme et un désastre absolu. Mais la monnaie était réelle et le travail était simple. Les 3 premiers jours furent consacrés à une excavation pure, brutale et silencieuse. Sous la direction implacable d'Elsa, qui mesurait et vérifiait inlassablement les angles de la tranchée, les frères maniaient les pioches et les pelles, arrachant la terre pour libérer un espace de près de 3 mètres de profondeur. La terre extraite n'était pas un simple déchet que l'on jette au vent, c'était le matériau même de la forteresse. La prairie du Dakota offrait une motte herbeuse qui ne ressemblait à rien de ce que les bâtisseurs traditionnels connaissaient. Les systèmes racinés entrelacés par des décennies de pousses de bluestem et d'herbes au bison en faisaient une matière plus proche d'une fibre lourdement compressée que de la simple poussière. C'était un réseau vivant, dense et incroyablement cohésif. Une fois découpée aux dimensions exactes et brièvement séchée, cette terre devenait aussi structurellement fiable qu'une brique d'argile massive. Avec l'aide de Lars, Elsa traça et tailla à la force des bras 247 de ces blocs. Chaque brique mesurait près d'1 mètre de long, 30 cm de large et 15 d'épaisseur, pesant plus de 20 kg l'unité. À la fin du 5e jour, le tribut physique exigé par cette fondation devenait atrocement visible. Les avant-bras de Lars étaient si tétanisés par l'effort continu qu'il peinait à refermer ses doigts sur le manche de sa pelle. Erik avait développé des ampoules sanguinolentes qui éclataient et se reformaient 2 fois par jour sur ses paumes. Les mains d'Elsa, elles, étaient dans un état tout aussi dévasté. Chaque soir, assise dans l'obscurité de la tente temporaire où elle dormait, elle les enveloppait silencieusement de chiffons rugueux, et chaque matin, elle défaisait ses bandages sans jamais accorder un mot à la douleur. Dès le 3e jour de ce calvaire partagé, Lars avait cessé d'exprimer son scepticisme pour commencer à interroger le génie invisible de l'ouvrage. Il voulait comprendre pourquoi le sol n'était pas parfaitement plat. Elsa lui expliqua alors son premier principe de micro-ingénierie. Le plancher descendait très exactement d'1 pouce tous les 6 pieds, partant du mur du fond en direction de l'entrée. C'était une déclivité totalement imperceptible sous le pied, mais mathématiquement calculée pour diriger la moindre infiltration d'eau vers la porte, loin de l'espace de vie. Sans niveau ni instrument de géomètre, elle avait simplement creusé une petite tranchée d'essai, y versant de l'eau à maintes reprises pour ajuster le gradient de la terre jusqu'à ce que l'écoulement obéisse parfaitement à ses besoins. Mais la véritable maîtrise de la jeune fille se révéla dans l'élévation des murs. Les lourdes briques de prairie formaient une paroi extérieure massive, la face porteuse de la structure. Puis, exactement 60 cm derrière cette première ligne de défense, un mur intérieur courait en parallèle. Cet espace entre les 2 parois n'était pas une erreur de calcul ou un vide inutile. C'était le cœur absolu de sa survie thermique. L'air, lorsqu'il est fermement piégé et dans l'incapacité de circuler, se transforme en un isolant redoutable. Cette lame d'air mort, scellée de part et d'autre par la terre, offrait une résistance au transfert de froid bien supérieure à plus d'1 mètre de terre massive de part en part. Elsa avait assimilé ce principe en dévorant le chapitre d'un manuel d'ingénierie minière abandonné au fort, et elle construisait maintenant, brique par brique, un bouclier d'air et de racines contre la faucheuse blanche qui approchait. Le 4e jour, alors que les contours de la fondation émergeaient péniblement de la terre, Heinrich Moe apparut au bord de la tranchée.
C'était un homme de l'Est, un maître maçon formé pendant 4 longues années à Philadelphie dans l'art exigeant de tailler la pierre, de calculer les charges et d'anticiper le comportement des matériaux sous la contrainte. Il avait érigé pour sa famille une imposante demeure, incontestablement la structure la plus majestueuse à 30 kilomètres à la ronde. Elle lui avait coûté 8 mois d'un labeur acharné et une somme considérable. Il se tenait là, drapé dans l'arrogance légitime de l'artisan certifié, observant l'excavation de cette adolescente avec un silence lourd de jugement. Lorsqu'il prit enfin la parole, ce ne fut pas pour critiquer la solidité des murs, mais pour pointer du doigt le tueur le plus insidieux des espaces souterrains, l'humidité. Moé connaissait son métier. L'humidité souterraine stagnante engendrait inévitablement la moisissure, et la moisissure dévorait les poumons. Il avait vu des caves mal conçues se transformer en pièges mortels, et cita le cas d'un cousin en Pennsylvanie dont la femme avait succombé à la phtisie en 2 hivers pour avoir tenté de vivre dans une fosse similaire. Face à cet avertissement clinique, Elsa ne chercha pas à le contredire. Elle savait que le danger était réel et implacable. Au lieu de s'emporter, elle lui opposa la force tranquille de son propre empirisme, forgé par la survie plutôt que par les diplômes. Elle lui demanda, d'une voix posée, s'il avait déjà posé la main sur le mur intérieur d'une cave à légumes scandinaves correctement bâtie au cœur du mois de février, et s'il l'avait trouvée moite. Moé marqua un temps d'arrêt. Elsa lui expliqua alors que la frontière entre un tombeau humide et un abri sain tenait à 2 principes absolus, le drainage et le souffle même de la maison. Elle lui détailla son système de ventilation, une ingénierie d'une simplicité redoutable. Un interstice d'à peine 1 pouce, laissé délibérément ouvert à la porte pendant les heures d'ensoleillement, puis hermétiquement scellé la nuit. Cette ouverture mineure, couplée à l'aspiration continue de la cheminée, allait créer un mouvement d'air doux et perpétuel, expulsant l'air chargé de vapeur sans pour autant sacrifier la chaleur vitale accumulée. Mais le véritable moteur de cette respiration architecturale résidait dans le conduit d'évacuation. Elsa révéla l'arme secrète héritée des carnets de sa mère, une formule rudimentaire, mais d'une précision diabolique, pour chemiser la cheminée. Exactement 3 parts d'argile, 1 part de sable fin et 1 part de fibres d'herbe séchées. Ce mortier, appliqué en couches successives à l'intérieur du tunnel incliné creusé dans la colline, n'allait pas seulement protéger la terre des étincelles. Il allait absorber la chaleur des gaz d'échappement, la transférer à la masse thermique environnante, et surtout garantir un tirage naturel d'une telle puissance que la fumée et l'humidité seraient aspirées vers le ciel sans la moindre faille. Heinrich Moé écouta cette démonstration avec un mélange complexe de respect et d'irritation. Il regardait cette jeune fille de 16 ans manier la logique d'un ingénieur pour répondre à l'objection d'un professionnel, le tout sans en posséder les insignes. L'orgueil l'empêcha de concéder la victoire. Il se contenta de lui rappeler sa jeunesse, affirmant d'un ton sec que comprendre la théorie et survivre à la pratique étaient 2 choses très différentes. Il lui lança, en guise de conclusion condescendante, qu'elle trouverait toujours une place près de son poêle lorsqu'elle commencerait à geler sous terre. Puis il tourna les talons. Sans un mot de plus, Elsa reprit son travail, laissant à l'hiver le soin de trancher ce débat. La phase la plus périlleuse de l'entreprise n'était ni l'excavation éreintante ni l'élévation des doubles murs isolants. C'était le toit. C'était précisément là que résidait le véritable danger, la menace silencieuse d'un effondrement cataclysmique au beau milieu du mois de février. Elsa le savait, et elle avait alloué près de la moitié de son budget modeste à cette seule structure vitale. 6 lourds troncs de pin tordus, mesurant chacun 20 cm de diamètre et minutieusement espacés, avaient été acheminés à grand renfort de chariots depuis les lointaines collines des Black Hills. À $90, cet achat saignait à blanc ses réserves financières. Elle avait calculé et recalculé la charge implacable qu'il devait soutenir. Un premier treillis dense de branches de saule, une épaisse toile de protection coûtant $8, et enfin la masse écrasante de 35 cm de terre herbue. Au total, cela représentait une pression constante de près de 3 tonnes, sans même compter le poids dynamique des futures tempêtes de neige. Une simple erreur mathématique à cette étape ne causerait pas un désagrément mineur. Elle signerait son arrêt de mort brutale, l'enterrant vive sous la matière même qui devait la protéger. Le 12e jour des travaux marqua le point de rupture. Alors que les 5 premières poutres étaient déjà parfaitement enclenchées et que Lars et Erik Swanson hissaient péniblement la 6e sur l'échafaudage de fortune, l'irréparable se produisit. Le son ne fut pas spectaculaire ni assourdissant. Ce fut un craquement sec, une déchirure intime des fibres du bois qui n'aurait même pas attiré l'attention à 10 mètres de distance. Mais Elsa l'entendit. Ses sens, aiguisés par l'urgence, captèrent cette anomalie. En 4 enjambées rapides, elle traversa la structure inachevée et posa ses mains nues sur l'écorce rugueuse. Elle glissa ses doigts le long du tronc jusqu'à trouver la faille, une fracture de tension, insidieuse,
courant sur une vingtaine de centimètres en suivant le fil du bois, à peine à 15 centimètres de l'extrémité. Le tronc ne s'était pas encore scindé en deux, mais sous la pression implacable de 3 tonnes de terre, il s'ouvrirait comme une allumette. La poutre était condamnée, inutilisable. Lars et Eric posèrent lentement leurs outils. Un silence lourd, chargé d'une tension poisseuse, s'abattit sur la tranchée. Ils la regardèrent se diriger vers l'unique poutre de rechange, laissée en attente contre la paroi d'argile. L'angoisse des 2 garçons était palpable. Elsa n'avait commandé qu'un seul tronc supplémentaire. Si cette ultime pièce de bois cachait le moindre vice, le projet entier s'effondrait aujourd'hui. Il n'y avait plus d'argent pour passer une nouvelle commande, plus le moindre délai avant que l'hiver ne fige définitivement les routes d'approvisionnement, et absolument aucune alternative architecturale de secours. Avec une concentration clinique, ignorant les regards pesant braqués sur elle, Elsa inspecta la poutre de la dernière chance. Pouce par pouce, centimètre par centimètre. Elle enfonça l'ongle de son pouce dans les fibres pour éprouver leur densité, scruta la rectitude du tronc en plissant les yeux et examina les coupes à chaque extrémité pour déceler la moindre faiblesse fantôme. L'air du Dakota semblait s'être cristallisé autour de ses gestes. Finalement, elle se redressa. Le bois était intact. Sans trahir le moindre soulagement, elle ordonna son installation immédiate. Mais le soir venu, marchant seule vers sa tente misérable, la froide réalité la percuta. La mare d'erreur sur laquelle reposait sa survie était d'une étroitesse terrifiante. Elle ne possédait ni les moyens de se tromper, ni le droit au hasard. Sur cette frontière, la différence entre la vie et la mort ne tenait qu'à un bout de bois, exigeant une perfection absolue que la nature ne pardonnait jamais. Le 15e jour des travaux, alors que la forteresse de terre prenait sa forme définitive sous le ciel lourd de la prairie, le révérend Caleb Fitch fit son apparition. Il s'avança à pied, les mains sévèrement croisées dans le dos, adoptant la posture rigide d'un homme s'apprêtant à prononcer un réquisitoire. Fitch, originaire de Boston, incarnait cette conviction arrogante propre aux hommes de l'Est. La civilisation ne se bâtissait pas à partir de matériaux bruts de la frontière, elle s'importait de force, quitte à en payer le prix fort. D'une voix méthodique, il déclara qu'il était profondément inconvenant pour une jeune femme de son âge de vivre seule, enfouie dans une fosse. Cela créerait une impression fâcheuse et la suivrait comme une ombre. La communauté, assura-t-il avec une condescendance feinte, était prête à lui trouver une situation appropriée. Un placement domestique chez une famille respectable ou, avec le temps, un arrangement matrimonial convenable. Elsa l'écouta jusqu'à la dernière syllabe, le visage d'une impassibilité absolue. Lorsqu'il eut terminé son sermon, elle l'informa d'un ton neutre qu'elle avait déposé une demande de concession officielle et qu'elle comptait faire valoir ses droits sur cette terre. L'expression de Fitch se crispa. Il perdit sa contenance pastorale, arguant que la loi n'avait jamais été conçue pour des filles isolées, que la nature sauvage se moquait éperdument des subtilités juridiques, et, dans un moment de précipitation tactique, il laissa échapper que son beau-père, Corbin High, s'inquiétait naturellement pour son bien-être. C'est à cet instant précis qu'Elsa frappa. Avec la précision chirurgicale d'une lame, elle disséqua la véritable nature de cette visite. Elle regarda le révérend droit dans les yeux et exposa la vérité crue. Le veuf de Sioux Falls n'était pas un prétendant providentiel, c'était un associé en affaires de son beau-père. Corbin cherchait à consolider ses propres parcelles et lorgnait sur les terres adjacentes. L'arrangement matrimonial n'avait jamais été une question de protection paternelle. C'était une vulgaire fusion d'actifs. En fuyant, Elsa n'avait pas seulement commis un impair social, elle avait fait dérailler une transaction financière minutieuse où elle ne figurait que comme une simple variable, une monnaie d'échange. L'indignation du révérend n'était pas morale, elle obéissait aux lois du cadastre. Fitch resta muet. Son silence, lourd et incapable de produire le moindre démenti rapide, valait tous les aveux du monde. Il tourna les talons, dépouillé de son masque de charité. En le regardant s'éloigner, Elsa prit la pleine mesure des enjeux. Si elle mourait de froid, elle serait réabsorbée par le plan d'un autre. Si elle survivait, elle prouverait qu'un tel marché pouvait être refusé. Le 19e jour, l'ouvrage fut achevé. De l'extérieur, l'abri était presque imperceptible. Ce n'était qu'un modeste monticule se fondant dans la pente, trahi seulement par une lourde porte de peuplier s'ouvrant vers l'intérieur pour contrer les futurs congères et un filet de fumée fantomatique. Pour un œil ignorant, c'était un trou misérable. Mais à l'intérieur, les proportions racontaient une toute autre histoire. Près de 18 mètres carrés de perfection thermophysique, un lit de corps dans un coin, une petite table construite par les frères Swanson et des étagères taillées directement dans la chair ferme de la colline. Dans son angle, le poêle irradiait une chaleur qui, capturée par l'épaisse masse de la terre, ne mordait pas l'air mais l'enveloppait comme une respiration vivante. Ce n'était pas une simple cachette, c'était un moteur de survie méticuleusement calibré.
Le lendemain de l'achèvement, Owen Marsh se présenta. Âgé de 30 ans, instituteur venu du Wisconsin, il se distinguait de ses voisins par son esprit façonné par l'étude de la philosophie naturelle à l'université. Il s'intéressait à la mécanique réelle des choses, au-delà des dogmes de la pratique établie. Arrivé à pied, un carnet sous le bras, il fit 2 fois le tour de la structure sans prononcer une syllabe. Il entra, observa l'intérieur en silence, puis ressortit pour fixer la sortie de la cheminée dans la lumière déclinante de novembre. Lorsqu'il parla enfin, ce fut pour nommer l'invisible. Il lui dit qu'elle utilisait le principe de la masse thermique. Face à l'incompréhension d'Elsa devant ce vocabulaire académique, Owen traduisit la science en termes pratiques. La terre entourant l'abri n'était pas un simple trou, c'était un immense réservoir de chaleur. À près de 2 mètres de profondeur, le sol du territoire maintenait une température constante d'environ 11 degrés Celsius, qu'on soit en plein mois de décembre ou sous le soleil cuisant de juillet. La Terre ne changeait pas de température rapidement car sa masse colossale résistait aux variations thermiques. Son abri était enveloppé sur 3 côtés par une batterie naturelle. Tandis que les autres colons vivaient dans des boîtes en bois, luttant désespérément contre le froid avec la seule force de combustion de leur combustible, elles en avaient besoin que d'une quantité minime d'énergie pour rendre l'espace vital confortable. Owen la regarda avec une attention fascinée, évoquant le physicien Hermann von Helmholtz et ses lois sur la conservation de l'énergie. Elle avait accompli, par la pure observation, une démonstration pratique de principes thermodynamiques complexes. Il avertit néanmoins des dangers impitoyables, un conduit bouché générant du monoxyde de carbone, une infiltration d'eau ruinant le sol ou une faiblesse invisible dans le bois du toit. La nature ne faisait aucune exception pour les bonnes intentions. Puis, levant les yeux vers le nord-ouest, l'expression d'Owen s'assombrit. Il évoqua Jed Carver, un vieux trappeur qui lisait les courants atmosphériques comme d'autres lisaient les Saintes Écritures. Le ciel arborait une teinte maladive, ni grise ni verte, la couleur d'une décision funeste déjà prise dans la haute atmosphère et qui descendait lentement vers la Terre pour y délivrer ses conséquences. Quelques semaines plus tard, 3 jours après Noël, cette menace abstraite prit corps. Jed Carver en personne s'arrêta devant le monticule. Le visage taillé par 20 hivers de rudesse, il ne venait pas faire la conversation. Il annonça une tempête. Pas une simple vague de froid, mais un effondrement barométrique absolu, le genre de monstre météorologique qui pénétrait les structures par des failles insoupçonnées pour tuer sans bruit. Il avait vu cette même couleur de ciel en 1856, l'année où 14 colons avaient péri gelés près de la rivière James. Il lui ordonna de fuir immédiatement, de trouver refuge chez une famille établie tant que les routes étaient encore praticables. Il lui affirma, avec la certitude glaçante de l'expérience, que 4 personnes allaient mourir dans la région lors de cet événement. Elsa évalua calmement ses réserves d'eau, son bois, la température de ses murs. Elle refusa. Son calme terrifia le vieux trappeur plus que la tempête elle-même. Il la mit en garde contre l'excès de confiance, ce tueur silencieux qui frappe de l'intérieur quand le froid attaque de l'extérieur. Face à son obstination inébranlable, Jed fouilla dans ses fontes et en tira une lourde corde de chanvre. Il la lui tendit, lui expliquant que si elle devait franchir le seuil dans le brouillard blanc du blizzard, à peine 6 mètres pourraient suffire pour la perdre à jamais. Il s'éloigna vers le sud. Restée seule, Elsa rentra, attacha fermement une extrémité de la ligne de vie au lourd cadre de sa porte et enroula soigneusement le reste, prête à affronter le jugement du ciel. La tempête frappa le 29 décembre à 2 heures du matin. Elle ne s'annonça par aucune gradation, aucune série de rafales d'avertissement qui aurait permis à un esprit humain de s'y préparer. L'air nocturne était d'abord figé, d'un froid minéral et immobile, puis, en une fraction de seconde, une force colossale et délibérée décida de broyer la plaine. Le son qui suivit n'appartenait pas au registre du vent tel qu'on le conçoit habituellement. Ce n'était pas un sifflement s'insinuant sous les portes ou hurlant aux angles des toits. C'était une pression sourde, gargantuesque, une vibration qui semblait naître des entrailles de la terre pour exploser simultanément dans toutes les directions. L'abri souterrain tout entier frémit. Ce n'était pas un tremblement annonciateur d'une défaillance structurelle, mais la réaction physique d'une masse inerte accusant réception d'une violence absolue. Une fine poussière se mit à pleuvoir des interstices entre les couches de terre du plafond. Ce n'était que de la terre sèche, mais son mouvement trahissait l'effroyable différence de pression atmosphérique qui s'opérait juste au-dessus de la tête d'Elsa. Dans l'obscurité, elle alluma la lampe à huile. La flamme, étonnamment stable, éclaira le thermomètre cloué au mur intérieur. 12 degrés Celsius. Il avait perdu 2 degrés au cours des 4 dernières heures. Le transfert thermique s'accélérait, signe que la structure luttait contre une offensive d'une brutalité inédite. Elle ajouta une grosse bûche dans le poêle, regardant la fonte absorber la flamme,
et s'assit pour observer l'aiguille remonter lentement vers 16 degrés. Dehors, le monde s'effaçait sous un froid irréel, 41 degrés sous zéro. Dans le silence cotonneux de sa forteresse, Elsa s'installa à la petite table et ouvrit son cahier de relevé. La survie, ici, n'était pas une question de prière, mais de mathématiques. Elle consigna l'heure, la température intérieure, la température extérieure et la quantité exacte de bois consommé. Elle pensa à la lame d'air mort de 60 cm emprisonnée entre ces deux murs d'herbe, ce vide miraculeux qui maintenait obstinément ses 11 degrés de résistance, indifférent au massacre barométrique qui se déroulait de l'autre côté. Elle pensa au citron de pain au-dessus d'elle, ployant sous la charge de 3 tonnes de terre durcie, absorbant la violence dynamique du blizzard qui martelait la colline. Et elle bénit la paranoïa qui l'avait poussée à inspecter chaque millimètre de sa poutre de rechange. Elle ne dormit pas cette nuit-là. Le deuxième jour de la tempête fut psychologiquement dévastateur. Le thermomètre extérieur s'était effondré, plongeant au-delà des limites lisibles, frôlant les 45 degrés sous zéro. Le vent soulevait une telle masse de neige qu'il créait un blizzard de sol, un mur blanc impénétrable qui annulait toute visibilité. La consigne de Jed Carver résonnait dans son esprit, ne jamais ouvrir la porte. Vers 14 heures, un son parvint jusqu'à elle, étouffé par la masse de la terre et le grondement continu du vent. C'était une vibration étrange, peut-être le cri d'un animal ou une simple anomalie acoustique de la tempête. Mais cela la traversa avec une fréquence que le corps reconnaît avant même que le cerveau ne l'analyse. L'horreur pure. Assise dans la chaleur stable de ses 16 degrés, le stylo suspendu au-dessus du papier, elle écoutait. Elle ne pouvait rien faire. Son ingénierie parfaite ne l'avait préparée qu'à sauver sa propre vie avec quelques dollars et des jours de labeur. Elle n'avait pas résolu le supplice moral d'être en sécurité pendant qu'à l'extérieur, quelqu'un mourrait peut-être dans la glace. Incapable d'intervenir, elle fit la seule chose qui la rattachait encore à la raison. Elle écrivit la température exacte dans son registre. L'exactitude absolue était son seul bouclier contre la folie. À 4 heures du matin, le 30 décembre, le vent s'arrêta. Il ne faiblit pas progressivement. Il cessa d'un coup, avec cette absence soudaine et totale qui s'avère presque plus terrifiant que le vacarme lui-même. Dans le silence absolu de l'abri, Elsa vérifia ses instruments. 13 degrés Celsius à l'intérieur, 41 degrés sous zéro à l'extérieur. Elle relança calmement le feu et attendit les premières lueurs de l'aube. Lorsqu'elle parvint enfin à repousser la lourde porte de peuplier, ce fut pour faire face à un mur blanc. La neige s'était accumulée en congère de près de 3 mètres de haut contre la façade de la colline. S'agrippant à la corde de survie qu'elle avait fixée, elle utilisa sa pelle à manche court pour se frayer un tunnel à travers la masse glacée. L'air n'avait plus la consistance de l'air. Il frappait son visage et ses mains comme une matière solide, une entité physique dotée de la volonté claire de détruire toute chaleur corporelle. Une fois la crête de la congère franchie, elle scruta l'horizon vers le nord-ouest. Au-dessus de la propriété de Gunnerholt, une fumée s'élevait dans le ciel d'acier. Ce n'était pas la colonne grise et fluide d'un feu de bois sain. C'était une fumée épaisse, sombre et lourde, chargée des sous-produits toxiques de la peinture et du vernis. C'était le signal de détresse universelle d'une famille réduite à brûler ses propres meubles pour survivre à la nuit. Sans la moindre hésitation, Elsa fit demi-tour. Elle ajouta la plus grosse bûche de sa réserve dans son poêle, puis en retira un rondin ardent, rougeoyant en son cœur, qu'elle enveloppa d'une épaisse toile de canevas. Elle le pressa contre sa poitrine, reprit sa pelle et s'engagea dans le désert blanc. La marche jusqu'à la ferme des Holt dura 40 minutes, une éternité dans des conditions qui auraient dû rendre tout déplacement mortel. Le vent avait sculpté la neige en crête et en gouffre trompeur, effaçant toute logique topographique. Elsa progressait avec une lenteur méthodique, utilisant la lame de sa pelle pour sonder chaque pas avant d'y transférer son poids, calquant son rythme sur la perte inexorable de chaleur du rondin contre son torse. Lorsqu'elle atteignit enfin la maison, les dégâts étaient manifestes. Les planches exposées au nord avaient été arrachées, révélant une isolation saturée d'humidité désormais gelée, écartelant l'ossature de bois. Elle poussa la porte sans frapper. L'urgence du froid abolissait toute notion de courtoisie ou de vie privée. À l'intérieur, la température stagnait à 2 degrés sous zéro. Gunner, le souffle formant des nuages de vapeur dans son propre salon, tenait une hache. Il achevait de débiter les pieds d'une chaise de salle à manger, le visage ravagé par l'épuisement d'un homme qui a nourri un poêle toutes les heures pour voir sa famille geler malgré tout. Dans le coin le plus éloigné, sa femme, Sigrid, enlaçait ses 2 enfants, partageant la misérable chaleur de leur corps dans un instinct de préservation désespéré. Elsa traversa la pièce et posa le rondin fumant près du poêle moribond. Gunner le prit sans prononcer un mot, l'enfourna sur les braises et ajusta le tirage avec la précision tremblante d'un homme frôlant l'abîme. Sigrid se leva,
prit les mains glacées d'Elsa dans les siennes et murmura un simple merci. 2 mots portant le poids écrasant d'une vie sauvée. Elsa ne s'attarda pas sur les effusions. Elle examina immédiatement les enfants. Si la couleur du garçon revenait lentement, les mains de la fillette de 6 ans l'alarmèrent. Les tissus de 2 de ses doigts étaient d'un blanc cireux, totalement insensible. C'était le stade critique de la nécrose naissante. Immédiatement, Elsa interdit le réflexe naturel et mortel de les exposer à une chaleur directe qui détruirait définitivement les vaisseaux sanguins. Puisant dans les traités médicaux qu'elle avait étudiés, elle ordonna à Sigrey un réchauffement progressif dans une eau à peine tiède, dictant les températures et les durées avec une autorité absolue. Elle conclut en affirmant qu'une visite chez le médecin n'était pas optionnelle dès l'ouverture des routes, prenant en charge la survie de ceux-là même qui avaient prédit sa mort. De la ferme des Holt, Elsa poursuivit sa marche glaciale vers l'est, s'enfonçant dans le sillage de morts laissés par le blizzard. Elle atteignit la majestueuse demeure de pierre de Heinrich Moe. La structure, bâtie à grands frais pour défier les siècles, n'avait subi aucun dommage extérieur. Ses murs massifs avaient repoussé le vent, mais à l'intérieur, il s'était transformé en un piège mortel. La pierre, dénuée de toute capacité isolante, avait agi comme un conducteur parfait, siphonnant chaque degré de chaleur intérieure vers le vide glacial de la prairie. La température dans le salon de Moe oscillait à peine sous le point de congélation. Sa plus jeune fille, Martha, souffrait de gelures aux orteils. En la soignant avec la même rigueur clinique, Elsa croisa le regard du maître maçon. Il contemplait les ruines invisibles de ses certitudes professionnelles. D'une voix sourde, dépourvue de toute arrogance, il admit simplement que la conception de la jeune fille était la bonne. C'était la capitulation brutale d'un artisan de la ville face à la vérité physique de la terre sauvage. Le bilan du territoire fut impitoyable. Exactement comme le vieux trappeur l'avait prédit, le froid préleva sa dîme avec une précision mathématique. 2 colons furent retrouvés sans vie, désorientés dans le brouillard blanc à moins de 50 mètres de leur propre porte. Mais la tragédie la plus insoutenable frappa une cabane de rondins mal isolée. Un nourrisson de 9 mois y périt de froid. Ses parents n'avaient commis aucune faute morale. Ils avaient simplement construit ce que la société leur avait appris à construire. Mais face à des températures de 40 degrés sous zéro, leur poêle, poussé à sa limite incandescente, n'avait pas pu compenser la perte thermique vertigineuse de l'habitacle. La mort de cet enfant n'était pas une simple fatalité. C'était la conséquence directe et létale d'une architecture inadaptée à son environnement. Le 3 janvier, 4 jours après la fin de la tempête, Owen Marsh franchit la porte de l'abri souterrain. Il ne venait pas en visiteur inquiet, mais en homme de science armé de certitudes chiffrées. Il avait passé les jours précédents à arpenter la colonie avec ses instruments, mesurant systématiquement les températures intérieures et recensant la consommation de bois de chaque survivant. Assis à la petite table d'Elsa, il ouvrit son carnet et dévoila le registre implacable du froid. Pendant le pic du blizzard, les maisons à ossature de bois avaient affiché une moyenne glaçante de -°C. La forteresse de pierre de Moe était tombée à -3. Dans l'abri d'Elsa, avec un feu réduit à son strict minimum d'entretien, le thermomètre n'était jamais descendu sous les 12 degrés positifs. Plus accablant encore, les maisons traditionnelles avaient englouti 11 fois plus de bois que l'abri souterrain, épuisant les réserves vitales et causant directement 2 des décès par manque de combustible. Owen posa son carnet. Il lui annonça que ces données exigeaient bien plus qu'un simple article dans la presse locale. Il préparait une soumission technique formelle pour le gouvernement territorial visant à imposer ses principes thermiques aux futures concessions. Il proposa une coécriture alliant son autorité académique à l'ingénierie fondatrice d'Elsa. Sans la moindre hésitation, elle accepta, mais posa une condition absolue. Les auteurs seraient listés comme Murray et O'Marsh. Dans cet ordre exact, Owen l'avertit gravement que placer une adolescente de 16 ans comme auteur principal d'un document d'ingénierie créerait d'immenses frictions institutionnelles qui pourraient décrédibiliser leur travail. Elsa le regarda avec une fixité inébranlable. Elle savait pertinemment que masquer l'origine de cette méthode pour ménager l'ego des hommes de pouvoir revenait à nier la valeur de son propre esprit. Elle refusait de s'effacer. Elle acceptait la friction. Owen esquissa un lent hochement de tête empreint d'un profond respect, tourna une page blanche de son carnet et commença à rédiger. Le 18 janvier 1877, le Dakota Free Press publia l'article en première page. Sous le titre annonçant une habitation thermiquement efficace pour les colonies de la prairie, la signature était sans équivoque Murray et O'Marsh. Le texte n'était pas un récit héroïque. C'était un barrage implacable de données, de températures différentielles, de coûts de matériaux et de consommation de bois. La conclusion d'Owen était glaçante de clarté. Cette méthode coûtait le tiers d'une construction en bois,
consommait un cinquième du combustible et avait gardé ses occupants en vie pendant que les méthodes conventionnelles tuaient 4 de leurs voisins. La réaction des hommes de la colonie suivit une séquence prévisible. Le déni initial, le malaise cuisant face aux chiffres, puis la modification silencieuse de leur propre comportement. Dès février, Gunnar Holt commença secrètement à entasser de la terre contre le mur nord de sa maison, réduisant sa consommation de bois de 40%. En mars, Heinrich Moe érigea un mur intérieur de motte de prairie dans sa fière demeure de pierre, laissant une lame d'air isolante qui fit disparaître à jamais son problème de condensation. Contrairement à Gunnar, le maître maçon avoua publiquement que cette modification vitale lui venait d'Elsa. Quelques semaines plus tard, le révérend Caleb Fitz se présenta une dernière fois devant l'abri. Il avait perdu beaucoup de poids et son visage portait les stigmates d'un hiver implacable. Dépouillé de son arrogance bostonienne, il admit simplement que son jugement avait été faussé par les conventions de l'Est et que plusieurs familles étaient en vie précisément parce qu'elles avaient refusé de l'écouter. Il retournait dans le Massachusetts, préférant un monde aux murs déjà établis et aux réponses rassurantes. Elsa accepta ses excuses avec une froide grâce. La pression sociale qu'il incarnait n'avait jamais été son véritable adversaire. Son seul rival était l'hiver absolu du Dakota, et elle l'avait vaincu. Au printemps, l'évidence ne pouvait plus être ignorée. 17 familles vinrent la consulter pour bâtir leurs propres abris. Elle exigea $5 par consultation, une somme que tous payèrent sans discuter, car le prix de l'erreur venait d'être payé en vies humaines. En 1880, Owen Marsh lui demanda de l'épouser avec le même pragmatisme qui les unissait intellectuellement. Ils bâtirent ensemble une vaste demeure semi-enterrée de 3 grandes pièces, inondée de lumière naturelle grâce à des puits de jour astucieux et dotée d'un système de ventilation inspiré des mines profondes. Pendant 47 ans, leur partenariat engendra la documentation méticuleuse de 87 structures vitales à travers le territoire. Owen présenta même leurs travaux à la Société américaine des ingénieurs civils, imposant le nom d'Elsa dans les hautes sphères académiques comme la pionnière absolue de la construction à masse thermique. Elsa Verey Marsh s'éteignit en octobre 1927. L'avis de décès la qualifia d'architecte et d'ingénieur, bannissant à jamais le terme réducteur d'autodidacte. En décembre de cette même année, alors que le blizzard frappait de nouveau et que le thermomètre extérieur affichait 22 degrés sous zéro, sa plus jeune fille, qui habitait toujours l'abri originel, releva la température intérieure. Sans le moindre feu dans le poêle, l'air ambiant stagnait à 12 degrés Celsius. 51 ans plus tard, la forteresse de terre fonctionnait toujours, respectant au degré près les paramètres calculés par une adolescente isolée. La terre n'avait pas perdu la mémoire de ce qu'on lui avait demandé. Elsa avait forgé un argument fait de terre, de bois et d'angles calculés, prouvant au monde que la véritable connaissance n'exige aucune permission institutionnelle pour exister. L'observation minutieuse est une forme de rigueur absolue. La question fondamentale face à une tradition n'est pas de savoir si elle est moderne ou validée par les puissants, mais simplement de savoir si elle fonctionne face à la réalité physique du monde. Et face à l'hostilité de ce monde, Elsa n'a pas seulement survécu, elle a redéfini les règles de la survie. Si cette histoire d'endurance, de génie humain et de résistance absolue face à la nature vous a captivé, ne laissez pas ce savoir se perdre. Abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo pour soutenir notre travail et partagez-la avec ceux qui comprennent que l'architecture de la survie s'écrit toujours hors des sentiers battus. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que le courage d'Elsa vous inspire et à très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur de la résilience humaine.